Ce peut être l'objet le plus intime jamais conçu par l'humanité. Il dort à quelques centimètres de notre tête. Il capte nos dernières pensées avant le sommeil. Il accueille les premières lueurs de notre conscience au réveil. Nous les touchons avant même de parler, avant même de regarder le monde. Sa surface semble parfaite. Un verre d'aluminosilicate poli, lisse, presque organique. Une interface froide, devenue une extension de notre peau. Sous nos doigts, la matière répond. Le mouvement est fluide. La réponse est instantanée. Tout paraît simple, propre, évident. Mais cette fluidité est un mirage. Car, pour que cette surface s'illumine, pour que les silicium exécutent de milliards d'opérations par seconde, pour que cette architecture invisible nous semble naturelle, il a fallu extraire, broyer, chauffer, transporter. Il a fallu creuser la terre, effondrer les montagnes. Littéralement, derrière la transparence de l'écran, il y a l'opacité du monde. Derrière la légèreté du geste, il y a la densité de la matière. Derrière l'élégance du design, il y a une géopolitique des ressources, une économie de l'attention et une reconfiguration silencieuse de nos comportements. Ce que nous tenons dans notre main n'est pas seulement un outil. C'est un concentré de métaux rares, des logiques industrielles et d'ingénierie comportementale. Et si l'objet le plus intime de notre quotidien était aussi le plus opaque, rester jusqu'à la fin, parce que comprendre cet objet, c'est peut-être commencer à comprendre ce qu'il est en train de faire de nous. Regardons à l'intérieur. Sous la dalle noire et silencieuse, il n'y a pas de magie. Il y a une architecture dense, un chaos organisé, près de 70 éléments issus du tableau périodique. Un concentré de géologie devenu technologie. Voici le cobalt. Sans lui, la batterie surchaufferait. La densité énergétique s'effondrerait, notre autonomie disparaîtrait. Le cobalt stabilise. Il permet à l'énergie de rester compacte, portable et contrôlable. Mais pour quelques grammes extraits, il faut déplacer des tonnes de roches. Ici, le terre rare, néodyme, praséodyme. Elles ne sont pas rares parce qu'inexistantes, mais parce qu'elles sont difficiles à concentrer. Elles rendent les aimants plus puissants. Elles permettent aux parleurs d'être minuscules mais intenses, aux vibraires d'être discrets mais précis. Ce sont les amplificateurs invisibles de notre quotidien. Le tin relie les composants. Les tantales stockent et régulent les charges électriques. L'or assure la conductivité sans corrosion. Chaque matériau a une fonction précise. Rien n'est décoratif, tout est structuré. Un smartphone contient environ 30 grammes de cuivre, quelques grammes de cobalt, des fractions d'or, des quantités minuscules. Mais pour obtenir ces fragments de pureté technologique, il faut broyer, filtrer, chauffer, traiter des tonnes de roches brutes. Ce que nous portons dans nos poches n'est pas seulement un objet intelligent. C'est une mine à ciel ouvert, compressée, une chaîne d'extraction mondialisée, une géographie entière miniaturisée, un objet léger, construit sur une lourdeur invisible. Et la question n'est pas seulement technologique, elle est systémique. Car si chaque poche contient une mine, combien de montagnes faut-il encore effondrer pour alimenter notre besoin de fluidité? Les racines de cet objet ne poussent pas dans les clouds.
Elle plonge dans la terre, dans la poussière rouge de la République démocratique du Congo, où les cobaltes quittent la roche à la force des bras. Dans le désert salé du Chili, où les lithium s'évaporent lentement sous un soleil implacable. Dans les complexes industriels de Chine, où les minéraux sont raffinés, séparés, purifiés. Nos écrans ne montrent rien de cela. Ils montrent des couleurs, des visages, des messages. Mais derrière cette lumière, il y a des paysages transformés. L'histoire ne s'est pas arrêtée. Elle a simplement changé de vocabulaire. Hier, on s'est battu pour les caoutchoucs, pour l'ivoire, pour l'or. Aujourd'hui, les tensions silencieuses se déplacent vers les lithium, les cobaltes, les terres rares. Les noms évoluent, la logique reste. Sécuriser la ressource, contrôler les flux, garantir la dépendance et voici les paradoxes. Plus l'outil semble sans fil, plus il est attaché à la terre. Plus il paraît immatériel dans les clouds. Plus il repose sur des infrastructures massives. Mines béantes, câbles sous-marins, centres de données brillants, des mégawatts invisibles. Nous avons éloigné la sueur, éloigné la poussière, éloigné du bruit des machines pour ne garder que la surface lisse, la caresse du verre, la fluidité du geste. Mais cette fluidité a un poids que nous ne sentons pas, un poids que d'autres portent. Et peut-être que comprendre cela, ce n'est pas culpabilisant, c'est simplement rouvrir les yeux. Et puis, il y a l'usage. Les minéraux ont été extraits pour connecter les mondes. C'était la promesse. Réduire les distances, accélérer les échanges. Rendre l'information accessible à tous. Mais observez attentivement dans les rues, dans les transports, dans nos salons. Le smartphone est devenu une bulle, un espace personnel portable, un territoire privé au milieu du collectif. D'un côté de la chaîne, quelque part dans une mine, un homme creuse la terre pour survivre. De l'autre côté, dans une ville connectée, un autre homme baisse les yeux vers son écran pour s'évader du monde réel. Ce ne sont pas deux réalités séparées. Elles sont liées par une continuité matérielle. Les mêmes cobaltes, le même cuivre, le même lithium. Le lien est physique. Il est industriel, il est logique. Mais il est invisible à notre conscience. Les smartphones agissent comme une prothèse. Il étend nos capacités. Mémoire augmentée, navigation instantanée, communication mondiale. Il nous relie à des milliers de kilomètres. Mais dans le même mouvement, il redirige notre attention. Et l'attention est une ressource infinie. Chaque regard absorbé par l'écran est un regard retiré du monde immédiat. Chaque micro-interaction numérique remplace une possibilité d'interaction réelle. Ce n'est pas une condamnation, c'est une observation. Nous avons construit un outil pour abolir la distance. Et parfois, il crée une distance nouvelle, non pas géographique, mais relationnelle. Voilà peut-être la racine la plus profonde. Une solitude paradoxale, hyper connectée, mais fragmentée. Un paysage transformé pour extraire la matière, un paysage humain transformé pour l'usage. La question n'est pas de rejeter l'objet. La question est plus exigeante. Sommes-nous encore capables de choisir quand l'utiliser et quand le valoriser? La prochaine fois que vous sentirez le poids de votre téléphone dans votre main, arrêtez-vous un instant. Ce poids n'est pas seulement celui de quelques centaines de grammes. Il est de celui de tonnes de roches déplacées, de paysages ouverts, des sols creusés, d'énergie mobilisée. Nous ne tenons pas simplement un outil, nous tenons un fragment de la croûte terrestre, compressé, raffiné, miniaturisé. Un morceau de géologie devenu interface,
un fragment d'histoire devenu une habitude quotidienne. Ce rectangle lumineux est le résultat d'une chaîne immense. Matière extraite, ressources disputées, infrastructures construites, gestes répétés. Et pourtant, il semble léger. Comprendre la racine, ce n'est pas rejeter la technologie. C'est refuser l'illusion de l'immatériel. C'est réapprendre avec la matière derrière le miracle, les territoires derrière la fluidité, les mondes derrière l'écran, voir vraiment. Parce que lorsqu'on voit la racine, on comprend la structure. Et lorsqu'on comprend la structure, on retrouve une forme de liberté. Likez, abonnez-vous et bienvenue sur Racine Libre.